Le mieux, c'est qu'on se le cale ici, en dessous, et ça bouge pas. C'est le truc du micro. Et merci d'être là avec nous. C'est la dernière après-midi de la scène liquide. On a enchaîné des moments exceptionnels. Je ne veux pas dévoyer l'adjectif, mais vraiment. Et on a cette troisième table ronde aujourd'hui qui me rend particulièrement heureux parce qu'on accueille deux personnes belles et généreuses. La première, c'est Guillaume Dupré de chez Giclette que je vous demande d'applaudir. Bonjour. Et la deuxième, c'est Adrien Sage de chez Adrien Sage que je vous demande aussi d'applaudir. On va faire un petit premier round de présentation de vous deux. On n'a presque pas besoin de le faire parce que je pense que tous les gens qui aiment le vin vous connaissent parce que vous avez donné beaucoup depuis plusieurs années au paysage viticole en France et au paysage du bien boire. Mais je commence par toi, Guillaume, si tu me permets, Adrien. Je commence par toi. On t'a connu, il y a un t-shirt là dans d'autres lieux, mais aujourd'hui, c'est rue Keller qu'on vient de trouver chez Giclette. Une cave, un bar à vin, une cave à manger. C'est quoi Giclette? Alors Giclette, c'est une cave à vin, une cave où on peut venir se ravitailler en mode urbain. Alors je vais vous l'expliquer tout à l'heure. C'est une cave à vin, mais qui fait office de restauration, petite restauration, une cuisine récréative avec une influence japonisante, mais pas que. Voilà. Et une cave à vin parce qu'il n'y avait pas d'offre dans cette rue. Et je me suis dit, avec ma compagne, que c'était intéressant de faire une cave à vin mitoyenne du Petit Keller, donc le restaurant de Kaori Endo, et de proposer en fait une sélection de vins triés sur le volet, une sélection bien sûr très nature, mais pas dans le dogmatisme du nature propre. Et aussi proposer une façon un peu à l'ancienne, un mode urbain, un ravitaillement urbain. Les gens peuvent venir se ravitailler avec une bouteille, un litron de préférence, et directement à la pompe. Voilà, directement à la pompe, ça veut dire les vins à la pression, si vous voulez. Donc une sélection, pas moins de 8 becs, blanc et rouge, et macération sur peau, pour que les gens puissent venir et être en interaction directement avec moi et échanger et repartir avec un litron frais, prêt à boire. Et voilà. Donc ça, c'est à la fois ce qu'on propose chez Giclette et puis aussi, bien sûr, le lobby de la bouteille. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité aussi de se ravitailler uniquement avec des bouteilles, notamment les vins de M. Adrien Sage, qui ont une forte place chez Giclette. Dans ta sélection. Tu es au milieu de la rue Keller, hein, tu le disais, juste à côté du Petit Keller. Le fait dans un quartier qui bouillonne beaucoup, qui est très actif, toi, tu as choisi d'être ouvert tous les jours, si j'ai bien compris. Oui. Tes horaires, c'est après-midi jusqu'au début de soirée, à peu près, c'est ça? Ou on reste même des fois un peu tard? Ça, je ne devrais pas le dire. Non, après toutes ces années, j'ai quand même décidé de lever le pied pour différentes raisons. C'est qu'on a des enfants qui grandissent, on a besoin quand même de s'occuper d'eux, puis quand on a une famille, on essaie de ne pas trop tarder. Voilà, ça c'est... Voilà. Mais quand bien même, Giclette, c'est ouvert le lundi et le mardi de 17h à 22h, ça ne veut pas dire que je vire tout le monde à 22h. On peut encore boire des coups ou grignoter jusqu'à 23h, c'est pas un problème. Et après le restant de la semaine, donc 7 jours sur 7, hein, c'est effectivement le midi et le soir. Le midi, on propose un petit casse-croûte japonisant, mais aussi d'autres petits grignotages, jusqu'à 15h. Et après le soir, on vient pour faire l'apéro, de préférence le plus tôt possible, pour que vous puissiez partir pas trop tard et être, se lever du bon pied le lendemain. Être en forme. On va revenir sur ça et sur ce travail de caviste que tu fais, qui est pas seulement un travail de relationner avec les gens, mais qui est aussi un travail avec les vignerons et d'aller chercher les vins. C'est le sujet qu'on veut aborder ici et de la difficulté qu'il y a parfois à trouver les bons partenaires pour ça. Adrien, toi, tu es agent, on peut dire ça comme ça? C'est un terme que tu acceptes? Ouais. Agent de vin, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans ça, tu fais pas de ce passage entre les vignerons et les cavistes? Alors ça fait une dizaine d'années que je fais ça à peu près, depuis 2013-2014. Et en gros, travail d'agent, oui, on peut mettre plein de noms dessus.
Agent, normalement, c'est quand tu es commissionné, apporteur d'affaires, pour être précis. Moi, ce que je fais, c'est que j'importe des vins depuis la Catalogne et l'Espagne, d'où je suis originaire. Je cherche à découvrir des petits producteurs qui ont une approche très radicale sur le respect de l'environnement. La Méditerranée étant les régions propices à la production de vins sans intrants. Et ensuite, je me balade en ville, en France, à droite, à gauche, à rencontrer des Gastons comme Guillaume, leur présenter le travail des vignerons. Donc c'est un peu un travail de l'ombre, on ne se met pas en avant soi-même, on met en avant les autres pour transmettre des histoires qui, après, eux, vont transmettre auprès de leurs clients. Une des choses qu'on voulait aborder avec vous deux aujourd'hui, c'est la transformation du paysage du vin. De ce point de vue-là, la distribution de vin, les agents, les allocations, c'est quelque chose qui a vraiment énormément bougé ces dernières années. On voit des cavistes aujourd'hui, je vais tout de suite revenir vers toi, Guillaume, à propos de ça, qui sont presque mis en concurrence par d'autres moyens pour les gens d'acheter du vin. Il y avait la grande surface, on voyait bien la différence. Là, aujourd'hui, il y a des sites, il y a des intermédiaires. Ça devient de plus en plus dur d'être caviste et de rappeler aux gens qu'en fait, c'est vous qui savez, c'est vous qui avez le contact et le relationnel, et que souvent par les autres médiums qui nous permettent d'acheter du vin, on est perdu, on n'est pas forcément au bon prix, on n'est pas forcément à la bonne qualité. Ça devient difficile d'être caviste aujourd'hui en France. La vie est difficile en général, donc il faut se battre et se lever très tôt pour être justement suffisamment solide. Mais le métier de caviste, oui, il est difficile. Alors, quand on a la chance d'avoir un réseau ou une visibilité, avec quelques années de recul, c'est un peu plus facile. Mais ça veut dire qu'il faut quand même aussi se battre tous les jours pour se faire sa place. Et moi, je le vois avec Giclette, par exemple, aujourd'hui. Comme je vous dis, j'ai beau avoir du réseau depuis pas mal d'années, depuis 20 ans. Et ben, j'arrive un peu comme un néo-caviste dans le quartier. Il faut se faire connaître, et il faut se faire respecter, et il faut aussi attirer une clientèle. Il faut attirer une clientèle, il faut aussi avoir des vins. Est-ce que c'est cette problématique-là, avoir des allocations, ou passer par des agents, comment tu navigues dans tout ça? Alors, le stock, c'est un gros problème. Mais quand on l'a, il faut pouvoir le gérer, il faut pouvoir l'amortir. Mais j'ai la chance d'avoir des allocations depuis pas mal d'années parce que j'ai rencontré pas mal de vigneronnes et de vignerons qui m'ont fait confiance. Aujourd'hui, ces mêmes personnes vont plutôt vers des agents parce que ils ont de plus en plus de mal à s'installer, à venir sur Paris. Pour eux, ça devient une plaie. Et puis aussi pour des histoires de comptabilité, ils préfèrent remettre ça entre les mains d'un agent. Et je prends l'exemple de notre ami Adrien, et il le fait depuis des années, et c'est ce qu'on aime chez lui, c'est qu'en fait, il n'hésite pas à organiser, donc il prend quand même son temps à organiser des voyages structurés en Catalogne, donc c'est quand même un luxe. Il le fait tous les ans maintenant, depuis quelques années. Ouais. Il n'hésite pas à prendre un petit groupe de clients pour les amener carrément à la source. Voilà. Chose que ne font pas tous les agents. Alors peut-être parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais lui, il le fait. Et ça, c'est la meilleure façon pour que les cavistes, les néo-cavistes ou les restaurateurs puissent vraiment se rendre compte sur place comment fonctionne et quel est le mode de vie et le mode de culture, mode de philosophie de ces protagonistes. Voilà. Et c'est un des rares à le faire. Pour rebondir un peu sur ta question avec le développement des sites, etc., on évolue quand même dans le secteur du vin, ce qui est une niche, qui est le vin sans intrants, où l'impact millésime a une importance phénoménale. Chaque millésime, la même cuvée, le même nom, les mêmes cépages, ça va être complètement différent. Surtout ces dernières années où le climat change tout le temps, quoi. Il n'y a pas une année qui se ressemble. Et donc finalement, on est obligé de tout le temps redéguster. Finalement, les sites, ils fonctionnent plus sur l'effet marque, c'est-à-dire l'étiquette qui est visible, un domaine qui est connu. Mais finalement, ils existent que parce que nous, on existe. C'est-à-dire que nous, chaque année, je pense qu'on apprend tout le temps sur l'univers du vin. Le monde des micro-organismes, c'est très peu connu. Même les vignerons, quand on leur demande des fois comment ils rectifient des défauts, etc., ils ont des techniques, mais ils ne savent pas les expliquer scientifiquement, c'est instinctif.
Et donc il y a une vraie méconnaissance et, chez les professionnels, chez le client final. Et finalement, tant que tu n'as pas goûté et que tu ne te fais pas amener par quelqu'un qui te dit ça c'est bon, ça va te plaire parce que tu me demandes un vin avec un profil comme ça, c'est très compliqué quoi, de faire du télé-shopping, etc. Un agent, ce n'est pas une centrale d'achat, c'est un passeur entre le vigneron et vraiment. Vraiment, et puis c'est un travail constant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on connaît un domaine pendant 5, 6, 7 ans qu'on peut prédire les millésimes à venir. On n'en sait rien. C'est une profession, c'est un rôle dont on comprend l'importance quand on voit la relation qu'il y a entre vous et qu'il y a entre toi et les vignerons en Catalogne. Et tout d'un coup, tout ça est beau et vertueux. Malheureusement, on peut le dire, il y a des gens qui font ce métier d'une autre façon, pas pour tirer sur tel ou tel, mais en finalement se nourrissant un peu sur le dos des vignerons. On a tous pas mal d'anecdotes, j'imagine que vous en avez vous aussi, mais de vignerons qui se retrouvent avec leurs vins vendus dans des endroits où ils n'auraient jamais pensé qu'on les trouverait, et par une espèce de biais de spéculation entre les bouteilles. Bon, Mathieu Lapierre, ça lui est arrivé de voir son vin arriver chez Carrefour, qui est quand même... c'est choquant. Ouais, ça c'est un vrai problème. Une fois qu'on a acheté la marchandise, elle nous appartient et il y a des gens qui en font un peu n'importe quoi. Après, à l'inverse aussi, il y a des vignerons qui ont une très forte demande et qui n'ont pas des hectares extensibles. Et sur la traçabilité, on ne sait pas toujours d'où vient le raisin, etc. etc. C'est devenu, il y a une espèce de boom sur le vin sans intrants là, ces 10-15 dernières années, phénoménal. Ça a pris énormément de parts de marché. D'ailleurs, on les voit, même les industriels, ils mettent naturel en gros, sans sulfite. C'est la bioparade. Voilà, et ils essayent de récupérer des petites parts de marché à droite, à gauche. Et il y a du bon et il y a du mauvais dans cette explosion. Ça va très vite, quoi. Tout ce qui va vite, moi, je me méfie toujours. Ça peut redescendre aussi vite que ça montait. Et des fois, il y en a qui tombent dans la tentation de faire des choses un peu étranges ou qui ne vont pas dans la philosophie du secteur, quoi. L'expérience, le temps, connaître les vignerons, tout ça, c'est toi, avec ces années aussi que tu as passées, Guillaume. Tu le disais, tu n'es pas dans le dogmatisme de ci ou de ça. Pour toi, c'est cas par cas, bouteille par bouteille, et loin des effets de mode. C'est ça ? En fait, quand j'ai ouvert il y a 20 ans la Musevin, on était un peu aux prémices des vins vivants. On n'avait pas d'esprit de compétition, ou voilà, on y allait comme ça, c'était une quête, ça l'est toujours. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, comme on n'était pas nombreux, moi j'ai des souvenirs, on a ouvert la Musevin, il y avait Michael, Cru Découverte, qui ouvre en même temps que moi. Et il y avait bien sûr des pionniers un peu autour dans le quartier, mais quand on a ouvert la Musevin, en fait, on avait à cœur de pouvoir nous-mêmes découvrir des vignerons ou des vigneronnes qui démarraient en même temps que nous, mais aussi découvrir en fait justement ce nouveau mode de vinification, enfin ce nouveau mode, cette vinification ancestrale, on va dire, puisque le vin naturel c'est censé être une normalité, hein, je crois qu'on est tous d'accord, mais quand bien même essayer de convaincre petit à petit des clients et leur faire découvrir des vins qui n'ont pas connu d'intervention vulgaire, pas de chimie, pas d'intrants, donc pas de sulfite par exemple. Voilà. Mais pour autant, ne pas tomber non plus dans le déviant. C'est ça que je veux dire. Et aujourd'hui, malheureusement, ce que je regrette, et ça décrédibilise notre métier, et ça décrédibilise aussi pas mal de vignerons, de vigneronnes qui cherchent tout simplement à faire des vins propres, en ne mettant aucune, comme je dis, aucune chimie, hein, et en partant de la vigne jusqu'à la mise en bouteille et après. Mais se retrouver avec des vins qui sont malheureusement pas, je dirais, faciles à goûter. Le client qui connaît pas trop et qui justement a juste besoin de découvrir, mais qui devient tout de suite réfractaire parce que ce qu'on lui propose, ça tient pas la route, c'est un peu embêtant. On a malheureusement des choix des fois qui sont cohérents pour nous, mais qui ne le sont pas pour notre clientèle. Donc c'est un travail de tous les jours. Voilà. Adrien, tu nous as apporté, parce que comme on ne peut pas être chez Giclette maintenant, mais qu'on peut y aller tout à l'heure, demain, après-demain et toute la semaine, tu nous as apporté une petite bouteille ici, que nous, on a déjà dans nos verres. Mais je crois qu'on pourrait faire un petit service à quelques-uns d'entre vous. On a 8 verres derrière.
on va les faire passer. Kirsten, tu peux t'en occuper? Merci beaucoup. Tu peux nous parler de ce vin-là, de chez qui ça vient? Alors c'est un domaine assez singulier, c'est un Joan Rubio, qui est dans le Penedès, au sud de Barcelone, une grande plaine. C'est un domaine sans pressoir, il ne presse pas ses raisins, que du jus de goutte. Et il a une approche, il a été maître de chai pendant 15 ans dans un domaine emblématique qui s'appelle Recaredo, qui est pionnier en biodynamie dans la région, qui sont spécialisés sur des cavages avec des très longs élevages sur latte, ça va de 2 ans à 20 ans d'élevage sur latte. Et il a monté son projet en 2015 avec une idée bien claire, c'était de faire des vins avec des degrés d'alcool faibles. On est à 10 degrés, si je ne dis pas de bêtises, peut-être 11. Il y a des macérations assez longues, il y a 2-3 semaines de macération, sans presser, et des élevages très courts derrière. Il fait 3 semaines en amphore, 3 semaines en barrique. Pour justement prendre le contre-pied de tous ces a priori qu'on a, où un vin qui est élevé pendant très longtemps, c'est forcément meilleur qu'un vin qui n'est pas élevé, etc., etc. Et sur la trame aromatique, c'est vraiment une trame aromatique qu'on retrouve pas partout, quoi. On est sur de la réglisse, sur des arômes un peu particuliers. J'aime beaucoup ce qu'il fait, moi. C'est un vin vraiment hors du commun. Guillaume, tu viens de le goûter. C'est toujours le meilleur moment pour déguster, hein, quand on est à jeun. Mais là, c'est vraiment l'ADN des vins de la Catalogne. Et par rapport aux forces telluriques, donc les sols, et tout ce qui peut se passer vers le haut. Ça a un lien direct avec ce que l'on aime dans les vins vivants. Et le côté tranchant, très salin. Et je crois que ça, c'est l'ADN de ce terroir. Franchement, c'est bon, hein, c'est droit, c'est ciselé, c'est très bon. Et le Xarel·lo, qui est donc le cépage blanc de l'appellation, enfin qui l'ont rentré, je crois, maintenant en France. Ils l'ont enregistré comme un cépage qui rentre dans certaines appellations aussi du Sud. Qu'on a compris chez Giclette, il y a des vins catalans d'Adrien Sage. Les Français, on a parfois l'impression qu'on sont un peu chauvins avec le vin. On n'a pas trop envie de passer les frontières. C'est une idée fausse. Les gens sont ouverts à ça. Encore une fois, les gens, quand ils viennent chez Giclette, ils savent où ils mettent les pieds. Donc, ils vont forcément trouver des vins gaulois, mais aussi des vins hors de nos frontières. Et la plus représentée, je pense, pour moi, chez Giclette, c'est effectivement la Catalogne. Il y a aussi l'Italie. Mais donc, les personnes qui rentrent, en fait, ont petite connaissance, donc ils savent déjà ce qu'ils veulent. Et là, effectivement, on a quand même 3-4 références qui se goûtent très, très, très bien. Je pense notamment à Finca Parera, qui sort un très, très joli litron de rouge et de blanc. Donc, c'est une vinification de cépage rouge et de cépage blanc. Et franchement, ça goûte super bien. Donc les gens, ils le goûtent une première fois et après, ils n'hésitent pas à en acheter, bien sûr, avec envie et soif. La clientèle a beaucoup changé aussi. On parlait d'un peu des changements de ces dernières années. Je pense que sur les vins dits conventionnels, la génération de nos parents, c'était des personnes d'un certain âge qui allaient s'acheter des bonnes bouteilles. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand même une clientèle entre 25 et 45 ans qui consomme pas mal de vin, qui s'intéresse, qui a l'habitude de voyager, aller à droite, à gauche, donc qui est un petit peu moins fermée. Après, sur le côté des vins français, il y a un truc moi qui me surprend toujours, c'est qu'on prend toujours la référence des vins du Nord, en fait, des zones humides, pour sûrement les caractéristiques justement de l'acidité, etc., de la fraîcheur. Et en Catalogne, c'est des conduites de vignes qui sont différentes, dites en gobelet, c'est-à-dire on les met pas en rang, on les contraint pas les vignes, parce que justement dans les zones humides, on les met en rang pour chercher la maturité, que les raisins soient au soleil. Chez nous, on fait l'inverse, on les met à l'ombre pour qu'ils aient la brise marine et qu'ils soient pépères à mûrir, pas à prendre des coups de soleil sur la caboche. Et on arrive à trouver des acidités similaires, malgré
les températures chaudes, quoi. T'imagines toujours des vins à 15 degrés, bastonnés. J'allais exactement te poser cette question. On a une image sur les vins espagnols, parce qu'en plus on met ça tous dans le même truc. Le vieux Rioja de papa, que tu as bu 3 centilitres et tu n'as plus de bouche pendant une semaine. On s'imagine ça. Et là, on est sur cela, mais sur tous les autres. Beaucoup de vivacité, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de... On avait cette conversation hier avec Claudia de chez Vini Mariani sur les vins italiens, parce que c'est un petit peu la même chose aussi. On a des images, on se dit, on va boire de la Sicile, et puis en fait, on a eu des choses ici très vives et très fraîches, avec beaucoup de buvabilité aussi. Carrément. Non, mais carrément, mais je pense qu'il faut s'intéresser aux vins de la Méditerranée. C'est vraiment surtout quand on s'intéresse aux sans intrants, parce que c'est bien. On parle beaucoup de tout ce qui se passe dans le chai actuellement. Moi, je me rappelle, au démarrage, les vignerons, ils disaient toujours, on fait pas grand-chose dans le chai. Tout le travail se passe à la vigne. Oui, c'est les anti-interventionnistes, mais bon, il y a quand même toujours un regard... Il y a un boulot, mais le discours, il était comme ça. Maintenant, souvent, le client final, il va connaître le cépage, il va savoir dire s'il y a des intrants ou pas, et il va savoir dire combien de temps d'élevage il y a. Par contre, aller demander combien de passages de soufre ou de cuivre à la vigne par millésime, il n'y a personne qui sait répondre. Mais les gens s'y intéressent pas vraiment, en fait. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que tout est corrélé, finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a des bonnes acidités avec les nutriments qu'il faut, il y a les fermentations qui patinent pas, etc. Donc c'est tout un ensemble. Et cette partie un peu vigne, alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'on est pressé d'aller vite goûter, ou je ne sais pas. Le vin, c'est complexe, c'est technique. Et la complexité, ça rebute aussi souvent. On a envie d'avoir des réponses rapides. Je reviens à ce qu'on disait sur les effets de mode et puis les choses qui se vendent très vite et puis la spéculation. Elle joue aussi justement sur cette simplicité, sur avoir On a l'impression qu'il y a toute une partie des vins qui se développe où on a envie que ça soit juste une belle étiquette, un coup marketing, une spéculation sur un nom. Vous l'avez dit, mais ça prend beaucoup de place. En Belgique, nous, les importateurs qu'on voit arriver, on voit des magasins qui achètent que à des importateurs complètement déconnectés des territoires des gens. Mais par contre, l'étiquette est très sympa et funky et ça se vend 3 fois mieux que... Oui, bien sûr. C'est en train de faire de l'ombre aux bonnes choses ou pas? Oui, moi, je ne sais pas si tu... Oui, moi, je trouve que oui. Personnellement, je trouve que oui, dans le sens où... On a un besoin de transparence, surtout sur le secteur de l'alimentaire. C'est clairement quelque chose qui est très important pour la santé de tout le monde. Et cette traçabilité, elle se perd si toutes ces histoires de négoce, de marque blanche, etc. On ne sait pas trop d'où ça vient, qu'est-ce qui a été fait, etc., etc. Donc oui, clairement, habiller les choses oui. Oui. Est-ce qu'à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois sur le travail des agents, sur le travail des cavistes, est-ce qu'il ne manque pas peut-être aussi un petit peu de réglementation, un petit peu de labellisation? Je sais qu'on aime bien faire ça en France et que c'est parfois un peu exagéré, mais d'aller dire aux clients, de savoir là, vous allez chez un vrai caviste qui connaît des vignerons, qui boit des vins, et puis là, vous allez chez un revendeur de bouteilles qui n'a jamais ouvert un demi-truc. Là, vous êtes chez un agent qui vous emmène chez les vignerons, et là, vous êtes chez une centrale d'achat qui a juste regardé la cote de machin et de trucs. C'est ça vers quoi il faudrait évoluer? Mais de plus en plus... avoir accès à ce type je vous dis, le voyage organisé par Adrien, c'est une manière de montrer directement sur place aux cavistes qui n'ont pas la chance tout le temps de se déplacer. Et là, il y a vraiment un travail de fond, puisqu'on va dans la vigne, on rencontre les protagonistes. Donc voilà, puis après, Adrien fait la traduction, donc ça, c'est pas un problème. Mais au moins, on est sur place, on se rend compte, et on revient, on peut raconter une histoire après à ses clients. C'est hyper important. Sans quoi, c'est pas possible. Puis, si on n'est pas sur le terrain, si on n'est pas dans la vigne, on ne peut pas raconter une histoire à nos clients. Et ça, il faut absolument l'intégrer, sinon, c'est pas la peine. On peut effectivement regarder dans un livre ou alors sur Internet avoir accès justement à la page du vigneron, mais enfin c'est pas pareil. Je veux dire, voilà. C'est raconter l'histoire et c'est aussi amener le client et comprendre le client pour lui proposer les bonnes choses. Exactement, c'est ça. Alors après, bien sûr, il y a toujours le buveur d'étiquette. Effectivement, l'étiquette. Alors c'est vrai que sur les vins naturels, de plus en plus, ça fait quelques années, les étiquettes partent d'elles-mêmes.
C'est-à-dire qu'on a des jeux de mots, on a du graphe, enfin, on a tout. Et ça, les gens, en fait, ils disent « Ah putain, ça va être bon. » J'ai dit « Attendez, j'ai même pas fini. » Ouais, mais c'est pas grave, l'étiquette me plaît, on achète. De toute façon, pour certains ou certaines, c'est ça le vin naturel. Non. Nous, derrière, on a un travail à aborder et surtout un petit échange à avoir avec la clientèle. Sinon, on ne sert à rien. Enfin, c'est pas la peine. Par exemple, pour quelque chose qui est super important, d'aller dans les vignes, c'est de voir aussi les plantes qu'il y a sur les sols. Souvent, dans le secteur nature, on laisse des couvertes végétales. Et il y a des super ouvrages de Gérard Dussert sur les plantes bio-indicatrices qui, en fait, juste par l'observation des plantes, on sait l'état du sol. C'est-à-dire que s'il est trop tassé, il va y avoir certaines graines qui vont germer, qui vont être des graines, qui vont former des racines plutôt épaisses, un peu tubercules, quoi, qui, quand elles vont mourir, paf, ça va décompacter le sol. Donc, la nature est super bien faite et souvent, tous les aspects marketing, quoi, donc l'étiquette, la marque, tout cet aspect commercial, cherche souvent à maquiller un petit peu tout ça, quoi. On ne veut pas rentrer dans le détail parce que, s'ils voient que ci, que ça, que truc, que machin, là, ils commencent à se gratter la tête, quoi. Si on commence à poser des questions un petit peu trop techniques, précises. On n'a plus de réponse. Chez ceux qui n'ont pas les cuisses propres, comme on dit. Je fais un tout petit bout d'autopromo alors, puisque tu parles de ça. Il y a un très beau footbook Italie qui a été fait par toute l'équipe d'Omnivore et avec Audrey Vacher qui a piloté tout ça et qui a été l'âme de ce footbook. Dedans, il y a une photo, une de celles qui n'est pas sur la couverture, qui illustre exactement ce que tu dis. Vous la retrouvez, elle est à l'exposition photographie là-bas. On était chez Alessandro Viola, en Sicile. On voit ses vignes et puis tout autour, on voit les vignes des autres. Et les siennes, c'est de la végétation et c'est vert, ça pousse. Et derrière, c'est des espèces de rangées militaires taillées au millipoil avec des cailloux entre les deux. C'est ça, on la voit, la vigne qui va bien et la vigne qui va mal, on la voit de nos yeux. Il ne faut pas être un expert, ça se voit. Enfin, je veux dire, on se sent clairement mieux dans une vigne vivante avec des insectes, de l'herbe que il y a certaines vignes, on dirait que c'est la planète Lune, quoi. Enfin, qu'on est sur la Lune, quoi. Wow. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui illustre bien justement cette comparaison. C'est un film de Nocitaire, Résistance naturelle, justement. Et tout se passe majoritairement en Italie. Et d'ailleurs, on pense bien fort à lui, le bien regretté Stéphane Bellotti, mais qui fait justement cette comparaison avec ses vignes dans le Piémont et celle de ses voisins, où on est aux antipodes de sa manière d'appréhender le vignoble et le vivant. Voilà. Ah mais merci. On a goûté hier Stefano Bellotti avec Claudia et on l'aime beaucoup. On l'aimera toujours. Il a fait beaucoup. Audrey, je viens te voir avec le micro. Je vais faire un vieux SAV aussi. Si vous vous baladez dans les allées, il y a des bibliothèques avec des footbooks du monde d'avant, plein, dont un qui est très beau, vous le reconnaîtrez à sa couverture rouge avec des grappes de raisin, où je raconte ce que j'ai fait partie dans des voyages organisés d'Adrien, qui était juste une semaine de malade. On s'était bien marré, ouais. C'était vachement bien, on s'est bien marré, on a bien bu, et moi j'ai découvert la vinification autrement, des vignerons autrement, et c'était vraiment magique. Et effectivement, je suis rentrée beaucoup moins stupide que j'y ai atterri. Et donc ça se lit, c'est a priori agréable à lire, à relire, et ça n'a pas bougé, enfin ça n'a pas pris une ride, quoi. Non, ça n'a pas pris une ride. Donc je ne peux que encourager de suivre c'est le 10, et je ne peux que encourager de suivre ce garçon à la découverte des choses saines et bonnes qui se boivent. C'est dans le footbook d'ici. Ils étaient où ceux avec les grappes ? Je sais plus, je les ai vus, ils sont là. Et il y a les photos, et avant que tu prennes le micro, j'allais dire exactement. Mais oui, parce qu'on a tous compris les vins catalans quand on a lu ton papier, parce qu'on a fait le voyage, parce qu'on n'est pas tous venus. Et puis je pense qu'au même moment, on avait tous aussi parfois un vin catalan au resto, on se disait quoi et puis voilà, autre chose. Et tu l'as dit, c'est la vigne, c'est les vinifications, c'est tout le travail. Enfin, c'est vraiment une globalité. C'est la chaîne, c'est une façon d'envisager le vin sur toute sa chaîne. Hein. Et en Catalogne, il y a en plus une singularité en plus où la génération de vignerons avec qui je travaille, leurs parents vinifiaient pas.
il y avait un modèle économique où les parents vendaient les kilos de raisins auprès de grands domaines ou de coopératives, etc. Et ils ne voulaient surtout pas que leurs enfants soient vignerons. Ils ne voulaient pas du tout qu'ils soient vignerons. Ils préféraient qu'ils soient profs, médecins ou autre chose parce qu'ils vivaient mal. Et ils ont eu le courage de prendre le flambeau familial, de reprendre des vignes centenaires, etc. Et de dire, mais on va faire du bon vin, quoi. On va arrêter de vendre pour des clopinettes à des grosses structures qui, eux, s'enrichissent, s'en mettent plein les fouilles, ou proposent des mauvaises choses, quoi. Et donc, c'est une génération qui a un ego pas surdimensionné, qui est très reconnaissante, en fait, que les choses fonctionnent bien, quoi. Et ça, c'est génial. Je veux dire, il y a une espèce de dynamique en Catalogne en ce moment que je n'ai pas vu ailleurs pour le moment. Il y a une concentration de gars qui s'entraident, qui se passent des plans les uns avec les autres, même sur les marchés extérieurs pour l'export. Tu connais celui-là, machin, truc. Il n'y a pas de concurrence entre eux, quoi. Chacun fait son truc avec son terroir qui est différent, malgré tout. La région, on a des sols très différents. Et ouais, c'est une chouette génération. Moi, je leur ai d'ailleurs proposé de monter une assoce pour cristalliser un peu tout ça, parce que les générations d'après vont récupérer des domaines avec des stocks, avec une clientèle établie, et il n'y aura pas cette humilité qu'il y a actuellement, je pense. Donc ce serait chouette de pouvoir le cristalliser, ça, de le protéger, quoi. Ben, on se donne rendez-vous pour en reparler l'année prochaine, par exemple. On verra si la nouvelle génération... Le meilleur moyen pour comprendre tout ça, donc encore une fois, le Foodbook 10, avec ce très beau reportage. Qui est-ce qui a fait les photos? Franck Jury, magnifique photographe. Mais leçon de choses, sur la Catalogne et sur tout le reste, rue Keller, c'est combien rue Keller? On trouve au milieu. 13 rue Keller, chez Giclette. On se donne rendez-vous. On se donne tous rendez-vous là-bas. Je vous demande d'applaudir très fort Guillaume Dupré, Adrien Sage. Merci d'avoir été avec nous. Merci.